J'espère que vous pouvez voir le diaporama. Sinon, faites-le moi savoir. Bon, excusez-moi, je ne m'étais pas rendu compte que le chat était désactivé, mais la fonction questions et réponses l'est. Alors, commençons. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Merci de vous joindre à moi et à l'AMC pour une séance sur la façon de réaliser une application gagnante pour Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine et pour une carrière vouée au patrimoine. Je m'appelle Louise, je suis agente de programme avec le volet CVP et liaison de GCT pour l'AMC. Aujourd'hui, nous allons passer en revue divers points à garder à l'esprit quand vous vous préparez à faire une demande de financement à GCT pour l'année qui s'en vient, 2024-2025. Je vais faire un survol des avantages de GCT pour votre organisation, comment créer une application gagnante et à quoi vous attendre une fois que vous avez fait votre demande. Avant de commencer, une reconnaissance du territoire. L'AMC reconnaît que son secrétariat à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des peuples algonquins et Anishinaabe. Nous exprimons notre reconnaissance pour l'opportunité qui nous est donnée de vivre et d'apprendre sur ce territoire dans le respect mutuel et la gratitude. Bien sûr, nous trouvons tous et toutes un peu partout au Canada et cela inclut bien d'autres nations. L'objectif principal aujourd'hui est de vous donner une vue d'ensemble du processus de demande et de vous fournir des renseignements qui vous permettront de créer une demande de financement compétitive de haute qualité à GCT, soit bon, pour l'un ou l'autre des volets. Et la date limite de dépôt des demandes cette année sera vendredi prochain, donc le 19 janvier. Alors, qu'est-ce que Jeunesse Canada au travail ou GCT? En bref, GCT, c'est un programme de financement fédéral offert par le ministère du Patrimoine canadien qui aide les employeurs du secteur du patrimoine à embaucher des employés à court terme. Les candidats retenus reçoivent un financement pour couvrir un pourcentage du coût des salaires et autres coûts associés à l'embauche d'un jeune Canadien ou d'une jeune Canadienne âgée de 30 ans ou moins, pour un contrat à date limitée de 6 semaines à 12 mois au total. Alors, chaque année, Patrimoine canadien fixe le montant maximal en dollars et le pourcentage de financement autorisé pour chaque volet. Par exemple, pour 24-25, dans le cadre de GCT, établissements patrimoniaux, les employeurs peuvent recevoir jusqu'à 75 des coûts d'emploi admissibles. Salaire, coût obligatoire ou 10 000 par poste. Si vous postulez pour 3 postes, ce serait 10 000 pour chaque poste. Par exemple, dans le volet carrière vouée au patrimoine ou CVP, les employeurs pourront recevoir jusqu'à 75 aussi et un maximum de 15 000 par poste. Et aussi, il y a des stages internationaux qui sont financés jusqu'à hauteur de 17 000 par poste. De plus, il y a un remboursement éventuel pour tout un besoin en matière d'accessibilité pour un étudiant, un stagiaire. Ça peut représenter jusqu'à 3 000 par participant pour les coûts raisonnables liés aux exigences d'adaptation du poste. Alors, les avantages du programme sont les suivants. Une occasion d'apporter une nouvelle perspective à votre organisation, de terminer, de lancer ou de poursuivre un projet, de fournir un emploi à court terme à un jeune ou à une jeune Canadienne et d'aider à perfectionner et à renforcer les compétences des étudiants ou des stagiaires dans le secteur du patrimoine. C'est un élément clé du programme. L'Association des musées canadiens administre JCT au nom du patrimoine canadien, qui finance des expériences de travail dans des musées et d'autres organismes du patrimoine culturel. Et c'est assez large comme définition des sociétés du patrimoine, universités, galeries, etc. Alors, JCT est un investissement important dans l'avenir des musées et du secteur culturel du Canada. Crée des possibilités de perfectionnement professionnel pour les jeunes Canadiens intéressés par le secteur du patrimoine. Maintenant, un bref aperçu des différences entre les deux volets. Lorsque vous planifiez votre projet, que vous rédigez votre demande, vous voulez déterminer d'abord quel volet vous convient le mieux à votre projet, à votre organisation, à votre calendrier. Alors, c'était
HO et JCT-CVP, carrière vouée au patrimoine, varie non seulement dans la durée du stage, mais aussi dans la portée et dans les types de projets entrepris. Je vais vous donner un bref aperçu de ces 2 volets et je vais vous parler des éléments similaires. GCT dans les établissements du patrimoine, ou GCT-EP finance des placements professionnels à court terme pour les étudiants d'une durée de 6 à 16 semaines. Les jeunes candidats retenus doivent suivre un programme scolaire à temps plein, école secondaire ou post-secondaire. Il y a un changement dans l'année qui s'en vient. Ils n'ont plus à sortir directement de l'école où ils retournent. Ils n'ont qu'à être inscrits en tant qu'étudiants dans un programme. À noter que JCT-EP, par le passé, n'était qu'un programme d'été. C'était le moment où les étudiants étaient disponibles. Maintenant, c'est disponible à tout moment de l'année. Donc, un poste peut commencer l'été, oui, même au mois de janvier, à l'automne. Donc, à tout moment de l'année, tant et aussi longtemps que ça répond à la durée prévue. Et ça doit se terminer d'ici le 31 mars. Maintenant, GCT pour une carrière vouée au patrimoine ou GCT-CVP finance des stages de 4 à 12 mois. Mais c'est rarement 12 mois complets, malheureusement. Et ce volet s'adresse aux diplômés de collège ou d'université. Il y a une limite d'âge pour les 2 volets, 30 ans et moins. Les candidats doivent être citoyens canadiens, résidents permanents ou avoir le statut de réfugié. Les stagiaires du volet CVP doivent être diplômés d'un programme d'études postsecondaires et cela peut inclure un cégep, un certificat, un diplôme. Il y a beaucoup de nos stagiaires qui ont des maîtrises déjà. D'autres ont un doctorat. Ça varie beaucoup. Bon, il y a beaucoup de chevauchements entre les 2 volets en ce qui concerne les tâches, enjeux, les critères d'admissibilité, mais de façon générale, JCTEP sont des possibilités d'acquérir des connaissances, des compétences de base pour travailler dans le secteur du patrimoine. On ne s'attend pas à ce que la personne aura beaucoup d'expérience. Maintenant, les stagiaires GCT-CVP auront probablement eu une certaine expérience et auront étudié peut-être dans le domaine muséal. Quels sont les objectifs? Ils sont un petit peu différents. Alors, tout cela se trouve dans le guide de l'employeur quand vous choisissez le volet. Donc, quels sont les objectifs spécifiques pour GCT-EP? Ça aide les jeunes à trouver un emploi à court terme afin d'acquérir des connaissances, des compétences pour travailler dans le secteur patrimonial, pour accroître leur employabilité, pour leur offrir des possibilités de réseauter avec les professionnels du secteur muséal, d'accroître leurs connaissances, leur appréciation des réalisations locales, nationales, les encourager à envisager le secteur des arts et de la culture comme lieu de travail après le stage et les encourager à faire des études post-secondaires supplémentaires. Pourquoi est-ce que l'AMC participe à ça? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'AMC, la responsable de GCT depuis ses débuts en 1996. Nous sommes une de plusieurs organisations de prestations de programmes. Quand vous allez faire votre demande, vous allez choisir une de ces organisations de prestations. Ce n'est pas une décision, vous savez, cruciale. Il y a des postes en archivage, des postes en bibliothèque, il y a certains chevauchements. Ça dépend de ce qui vous convient le mieux. Les autres organismes de prestations desquels choisir, eh bien, la Fédération des milieux documentaires, le Conseil canadien des archives, le Conseil des ressources humaines secteur culturel et le National Trust. Vous pouvez présenter votre demande par l'intermédiaire de l'un de ces organismes sur le site web de GCT, selon la nature du projet que vous souhaitez réaliser ou selon votre organisme. Alors, en tant qu'organisme de prestation, notre rôle, c'est d'examiner les demandes. On émet des offres de financement, on approuve les candidats sélectionnés, on approuve les budgets et on vous guide en tant qu'employeur tout au long du processus de votre demande de financement jusqu'à votre paiement final que vous recevez une fois le poste terminé. Notre rôle à l'AMC, c'est d'aider les employeurs, de leur offrir un soutien pour qu'ils naviguent dans le programme GCT du début à la fin. Nous sommes toujours très heureux de vous prêter main forte. Si vous avez des questions pendant le processus, si vous avez des questions à propos des candidats, ça nous fera toujours plaisir d'y répondre.
Alors, nous examinons, nous filtrons les demandes. On détermine si un projet ou un établissement est admissible. Pour être un employeur admissible, vous devez être un organisme canadien constitué en société à but non lucratif, ayant un mandat patrimonial. Vous devez aussi être accessible au public virtuellement ou en personne. Et en plus de revoir les demandes, nous créons une équipe de d'examinateurs qui vont examiner les demandes en matière de qualité. Au bout du compte, une note est accordée. Les notes les plus élevées ont plus de probabilité d'être financées plus tôt. Alors, le financement se fonde sur notre rôle d'examen et le rôle du comité d'examen. Alors, comment faire une demande? Eh bien, une fois que vous avez identifié un projet, que vous avez déterminé les détails, les tâches spécifiques, vous voulez déterminer à quel volet et à quel organisme de prestation le poste convient le mieux, et vous pouvez faire une demande à plusieurs organismes de prestation, mais pas pour le même poste. Si vous avez un poste qui convient le mieux aux archives, un autre poste qui convient mieux au patrimoine bâti, vous pouvez faire une demande à nous et au National Trust, tant et aussi longtemps qu'il ne s'agit pas du même poste. Avant de vous rendre sur le site web de GCT pour soumettre votre demande, vous devez déterminer les détails d'abord. Vous devez, bon, vous reverrez la demande en ligne, mais on vous recommande de le faire à l'extérieur du site web parce que parfois le site web peut mettre fin à votre session sans que vous n'ayez pu sauvegarder quoi que ce soit. Ce n'est pas le site plus stable. Il ne vous avertit pas quand il va mettre fin à votre session. En tout cas, pas toujours. Bon, si votre organisation a déjà un profil sur le site de GCT, vous n'avez pas besoin d'en créer un nouveau. C'est plus facile d'utiliser le vieux profil. Vous pourrez faire des mises à jour sur la personne ressource et ainsi de suite. Mais c'est facile de créer un profil si c'est nécessaire. Si vous en avez déjà un, eh bien, continuez à l'utiliser. Vous allez à créer une demande de financement d'emploi sur le site. En ce qui concerne le détail de l'emploi, bon, c'est à l'écran, il y a 9 sous-sections. Bon, objectif du projet de l'emploi, résultats mesurables, description des tâches, un plan de travail, une compétence professionnelle à acquérir, profil du candidat, orientation et formation, supervision et après-projet. Alors, vous devez donner des réponses détaillées et réfléchies à chaque section en étant aussi précis que possible. Alors, planifiez les priorités à l'avance, déterminez ce que vous voulez Heu, obtenir de votre projet? Comment vous allez mesurer le succès aussi pour votre stagiaire, votre étudiant? Maintenant, on va se pencher sur certaines sections spécifiques de la demande. Je vais vous donner des conseils plus spécifiques. Bon, pour la section objectifs du projet et de l'emploi, vous voudrez mettre en évidence ce qui distingue votre projet et votre organisation. Pourquoi est-ce que c'est une occasion unique? Comment est-ce que ça sera positif pour l'organisation, pour l'employé éventuel et aussi pour la communauté dans son ensemble? Alors, répondez aux questions suivantes. Pourquoi mon projet est-il utile? Pourquoi devrait-il être financé? Et expliquez précisément pourquoi votre projet est utile. Parlez-nous du contexte du projet. Ne vous contentez pas de dire enregistrement à l'inventaire ou bien créer une exposition. Mm. Pourquoi est-il important de lancer ce projet maintenant? Le stagiaire aura-t-il l'occasion de développer sa propre exposition? Quel rôle le travail de l'étudiant jouera-t-il dans l'organisation de façon générale? Alors, donnez beaucoup de détails précis sur le projet. C'est ce qui est mentionné le plus souvent par les examinateurs. Les gens vont écrire une phrase très générale sans offrir de détails. Alors, les projets pour une carrière vouée au patrimoine devraient susciter la participation du stagiaire au développement de projets et, dans une certaine mesure, et lui donner une certaine autonomie. Les projets pour les établissements du patrimoine devraient aider à acquérir des compétences plus de base. Et les compétences acquises doivent être spécifiques au secteur du patrimoine. Alors, éviter les, les rôles d'entretien à la caisse. Alors, s'il y a une boutique, la personne ne devrait pas que travailler à la caisse.
Ça devrait être varié et la personne devrait pouvoir acquérir des compétences liées au secteur du patrimoine. Ensuite, la section résultats. Ici aussi, les gens sont un peu trop vagues souvent. Alors, ici, on vous demande d'indiquer les résultats mesurables du projet, décrivez comment vous comptez atteindre vos objectifs et comment vous mesurerez le succès de ce poste. Évitez des mots comme beaucoup ou plus, comme dans beaucoup d'articles acquis ou plus de visiteurs. Vous devez avoir une idée de la manière dont le succès ou les progrès seront mesurés. Est-ce qu'il s'agit du nombre d'articles à cataloguer ou à enregistrer, ou bien par exemple une augmentation de 25 du nombre d'inscriptions au programme éducatif, c'est ça que vous souhaitez, ou bien vous souhaitez une augmentation du pourcentage des dons. Alors, il devrait y avoir un objectif spécifique fixé pour le projet. Et, et il faut voir comment vos projets seront mesurés. Ça vous aidera dans la section sur l'échéancier, où vous allez fixer des jalons pour le projet. Alors, passons à cette section, l'échéancier ou le calendrier. En détail d'emploi, vous êtes invité à créer un plan de travail qui va comprendre des tâches, mais aussi un calendrier détaillé. Dans cette section, vous pouvez faire référence à vos résultats mesurables en fixant des jalons ou des échéanciers. Ça vous aidera dans votre planification, mais indiquera également que vous avez réfléchi à la manière dont vous et le stagiaire ou l'étudiant mesurerez le succès. Fournissez un échéancier avec des estimations réalistes du temps que prendront les tâches. L'échéancier doit inclure toute formation que vous devez fournir à l'étudiant ou au stagiaire, ainsi que son orientation dans votre organisation. Vous pouvez indiquer la date de tout événement spécifique qui font partie de l'échéancier. Par exemple, est-ce qu'il y a un lancement ou une ouverture d'exposition, une fermeture d'exposition ou toute autre échéance qui aura une incidence sur le travail du stagiaire ou l'étudiant. Pour toutes les sections, vous devez fournir le plus de détails que possible. Ça n'a pas à être un plan de travail au jour le jour. Ce n'est pas aussi spécifique que ça en ce sens-là. Mais c'est spécifique au niveau des progrès, des échéanciers, etc. D'une façon ou d'une autre, vous devez démontrer que vous êtes conscient des objectifs du programme GCT lorsque vous rédigez votre demande. Alors, indiquez clairement que ce poste correspond à au moins un objectif du programme. Et voici les objectifs. Premièrement, améliorer les connaissances, les compétences et la pratique dans le domaine du patrimoine. 2, préserver le patrimoine pour les générations actuelles et futures. 3, aider le public à accéder au patrimoine canadien. La sélection du candidat maintenant. Au-delà des critères d'admissibilité de JCT, vous pouvez identifier les qualités ou l'expérience que vous souhaitez chez cette personne candidate. Il y a une section, un profil du candidat ou de la candidate. Vous pouvez préciser ce que vous attendez de cette personne, ce dont vous avez besoin de cette personne. Par exemple, y a-t-il des compétences linguistiques particulières? Est-ce que la personne doit avoir des compétences en matière de conservation? Est-ce que la personne a besoin d'expérience, de connaissances en histoire, des connaissances sur un sujet en particulier? Ou bien est-ce que c'est un poste d'interprétation, par exemple? Est-ce que la personne doit être en mesure de parler devant le public? Particulièrement, c'est un poste éducatif. Donc, le poste doit être adapté au niveau d'expérience auquel vous vous attendez chez le stagiaire ou l'étudiant. Alors, soyez précis quant à ces attentes quand vous créez votre offre d'emploi à la fin de la demande. Vous allez aussi expliquer comment vous allez procéder au recrutement pour ce poste. Nous vous encourageons à faire la promotion de ce poste à des communautés mal desservies et des personnes qui ne font pas partie de vos contacts habituels, qui sont à l'extérieur de vos cercles habituels, de vos médias sociaux. Évidemment, c'est bien de faire un affichage sur les médias sociaux, mais veillez à ce que l'affichage de votre poste se fasse largement. Ça va sur notre site web, bien sûr, tout le monde veut voir l'affichage. Il faut donc faire la promotion de cet affichage de poste le plus largement possible. Alors, on pose aussi des questions sur le recrutement ouvert.
Ça ne doit pas être quelqu'un qui a déjà travaillé pour vous. Vous devez veiller à ce que le poste est accessible et que le plus grand nombre de jeunes admissibles en soient conscients, soient au courant. Alors, petit aperçu de l'échéancier du cycle de demande. Alors, vous devez avoir une date de début réaliste. Bon, il y a une date de fin ferme pour tous les postes GCT. Le 31 mars, c'est la fin d'exercice du gouvernement fédéral. Donc, tous les postes doivent euh, terminer d'ici là. Ils peuvent commencer à tout moment de l'année, mais il faut répondre à la durée minimum de durée pour EP. Vous devez commencer d'ici décembre. Et la même chose avec JCT-EP, ça peut commencer en janvier, février. La date de début, c'est un peu plus difficile. Les gens souvent veulent que ça commence en mai, mais ce n'est pas toujours possible en raison du cycle de financement. Alors, les demandes s'ouvrent sur le site Web en novembre de l'année précédente. Ensuite, la date limite, c'est en janvier, cette année, le 19 janvier. Ça prend quelques mois pour revoir, noter, communiquer les décisions. Les gens doivent répondre. En raison du cycle de financement, il y a deux enveloppes de financement, habituellement le financement de base ainsi que le financement supplémentaire. Les notes plus, les demandes avec une note plus élevée sont financées plus tôt avec le financement de base. Si votre demande n'a pas une note aussi élevée, elle sera financée plus tard, soit pour le financement supplémentaire ou dans la liste d'attente. Ce ne sont pas tous les postes qui peuvent commencer au mois de mai. Il y en a qui commencent en juin, juillet ou septembre. Mais si vous avez une date de début ferme, faites-nous en part dans la demande. On pourra garder la chose à l'esprit. Budget maintenant. Ça peut sembler un peu intimidant, là, si vous êtes moins familier avec cela, mais ce n'a pas à l'être. On est là pour vous aider. Si vous avez des questions avant de soumettre la demande, eh bien, réfléchissez au budget, tenez compte du pourcentage que JCT peut contribuer, ainsi que le pourcentage que votre organisation doit contribuer. Vous pouvez avoir un financement d'autres sources, mais ça ne peut pas être plus de 100 du total. On peut contribuer jusqu'à 75 par exemple, pour les salaires et les coûts obligatoires de l'employeur. Donc, l'organisation sera responsable de financer le reste, ainsi que tout coût supplémentaire. Il y a plusieurs autres rubriques budgétaires. On va examiner ça dans un moment, mais ce ne sont pas des contributions monétaires, c'est plutôt en nature. Ça reflète votre processus de réflexion sur l'accroissement des compétences, le perfectionnement professionnel, tous les autres aspects qui entreront en jeu. Alors, le budget entre EP et CVP est assez différent. Donc, le budget pour JCT-CVP est beaucoup plus détaillé que le budget EP. Alors, pour GCT-CVP, on vous donne de nous donner un coût des activités de perfectionnement professionnel, les dépenses liées à la recherche de candidats et l'aide apportée à la personne après le stage, les possibilités de réseautage aussi. Et ça, ça peut être aussi des coûts en nature. Ça n'a pas nécessairement à être une contribution monétaire. Alors, on veut voir que vous avez réfléchi à la façon dont cette expérience profitera à la personne retenue à long terme en leur offrant quelque chose d'autre qu'un salaire. Il faut que vous nous montriez que vous avez bien réfléchi à la planification de votre budget. Aussi, c'est important de maintenir un salaire élevé. On trouve que c'est utile parce que ça attire les personnes candidates. Si vous avez un salaire inférieur, peut-être que ça sera plus difficile de trouver une personne candidate. Le poste devra peut-être
être annulé. On a un guide des salaires qui est disponible sur le site web de la MC. Cela peut vous aider à déterminer un salaire équitable pour votre région en fonction de là où vous vous trouvez et en fonction du type de poste. Maintenant, la supervision. Les étudiants et les stagiaires de GCT ont besoin d'un mentorat et d'une supervision dédiée afin de perfectionner leurs compétences professionnelles dans le secteur patrimonial. Alors, dites-nous qui sera responsable de cette supervision et de ce mentorat et expliquez quel est le processus proposé. S'il y a plusieurs personnes, ça va aussi, c'est bon. Si la personne retenue a accès à plusieurs personnes différentes. Mais vous devrez énoncer à quelle fréquence vous rencontrerez cette personne en tant que son superviseur. Est-ce que la personne participera à des réunions d'équipe? Est-ce que la personne travaillera avec d'autres personnes? Alors, de façon générale, comment son progrès sera évalué et à quoi ressemblera le processus de supervision? Vous devez nous montrer que vous avez réfléchi à ce plan de supervision détaillé. Vous devez démontrer que vous avez pour priorité d'offrir à votre étudiant ou stagiaire une excellente expérience. Maintenant, cela concerne l'expérience, le mentorat. Vous voulez décrire comment vous allez aider la personne dans son perfectionnement professionnel. Le programme GCT est conçu pour aider les jeunes à acquérir des compétences, à acquérir de l'expérience dont ils auront besoin pour faire carrière dans le domaine du patrimoine. Alors, on veut savoir que votre projet leur donnera les outils nécessaires pour devenir vos futurs collègues dans la communauté muséale canadienne. Alors, demandez-vous s'il y a des associations locales auxquelles la personne pourrait adhérer. Y a-t-il des possibilités de réseautage ou de mentorat? Y aura-t-il des cours en ligne ou en personne? Par exemple, par l'entremise d'une association muséale québécoise, provinciale, ils pourront acquérir des compétences utiles et tenez compte de tous les coûts et autres ressources et assurez-vous de refléter ces coûts dans votre budget. Aussi, vous devez expliquer votre stratégie d'équité en matière d'emploi. Donc, incluez la déclaration d'équité en matière d'emploi de votre organisation dans votre offre d'emploi. C'est la dernière section. JCT est un programme fédéral. Nous prenons donc l'équité en matière d'emploi très au sérieux et inclure une déclaration d'équité en matière d'emploi permet de montrer aux étudiants, aux stagiaires qu'ils sont tous les bienvenus pour postuler à ce poste et se joindre à votre organisation. Alors, votre déclaration peut être aussi simple que de dire: «Nous sommes un employeur qui souscrit au principe de l'égalité des chances et nous encourageons les candidatures de toutes les personnes qualifiées». Elle peut aussi être plus détaillée. Dans la section embauche de la demande qu'on a passée en revue plus tôt, vous devez expliquer comment vous pourriez vous assurer d'être visible pour toutes les personnes admissibles. Et vous devez relier l'équité en matière d'emploi à votre stratégie d'embauche pour vous assurer que toutes les personnes admissibles aient accès à l'opportunité que vous offrez. Et une petite note rapide, que ça a été mentionné plus tôt, faites votre demande avant de la faire sur le site web de GCT. Vous n'aurez qu'à la copier-coller. Alors, voilà tout le contenu que je voulais vous présenter. Bon, voici des ressources il y a des ressources que vous pouvez trouver sur le site web. Il y a le guide des salaires que vous pouvez trouver à musée.ca. Il y a d'autres ressources pour les employeurs éventuels. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à musée.ca. Et maintenant, dernier point à retenir, ces emplois sont destinés à des personnes qui commencent dans le secteur. Ne placez pas la barre trop haut, fournissez le plus de détails possible. Ça, c'est un des commentaires principaux émis par les examinateurs pairs. Et même chose quand on examine les demandes, on se rend compte que les gens offrent peu de détails. C'est donc difficile de savoir précisément qu'est-ce qu'il y a dans le poste. Et soyez aussi précis que possible relativement à la nature du poste. Et puis, pour récapituler, vous voulez attirer des personnes qui sont nouvelles dans le secteur. Vous voulez définir comment votre poste, votre entreprise se distingue, comment ça sera une bonne expérience. Vous devez avoir un bon budget. Vous devez répondre aux objectifs du programme GCT. Vous devez avoir des résultats mesurables, avoir un échéancier exhaustif, donner beaucoup de détails, prioriser le perfectionnement professionnel,
incluez la stratégie d'équité en matière d'emploi. Et puis, encore une fois, veuillez enregistrer votre demande avant de la soumettre au site web. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous transmettre. Maintenant, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Je vois qu'il y en a beaucoup dans la section questions et réponses. Il y a quelqu'un qui pose une question sur le français. Je ne sais pas si vous avez pu trouver la traduction. Oui, je peux vous transmettre cela. Bon, je cherche une question. Information sur les fonds disponibles pour l'accessibilité. Pourriez-vous nous expliquer encore une fois? Alors oui, en matière d'accessibilité, eh bien, c'est jusqu'à 3 000 $. Une fois que vous avez embauché une personne, que vous envisagez l'embauche d'une personne, eh bien, laissez-nous savoir s'il y a des besoins en matière d'accessibilité, quels en seraient les coûts. On va évaluer la question. Ça concerne à peu près tout ce qui pourrait aider cette personne à accomplir les objectifs de son poste. Même les services de garde, ça compterait tout ce qui peut aider la personne à s'acquitter de son poste. Alors, une fois que vous avez embauché la personne ou que vous savez que vous êtes sur le point d'embaucher quelqu'un, faites-nous savoir et puis soumettez le montant, expliquez-nous les besoins et puis on va évaluer le tout. Alors, est-ce qu'on peut demander 75 de financement à GCT ou est-ce que on a plus de probabilité d'obtenir un financement si on ne demande que 50? Je crois que vous devriez me demander ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de 75, eh bien, c'est ce que je demanderais. Mais ça dépend du volet aussi. Je sais que pour EP, on finance avantage de poste à un plus faible pourcentage, alors que pour CVP, le financement est à un pourcentage plus élevé. Mais vous savez, si on accepte la demande, eh bien, on va vous envoyer un budget à passer en revue et vous pourrez l'approuver. C'est difficile à dire. Si vous avez besoin de 75, si c'est le montant optimal, eh bien, c'est ce que je demanderais dans la demande. C'est jusqu'à 75. Alors, vous ne perdez rien à demander un financement de 75, mais ce n'est pas une garantie. C'est tout. J'espère que je réponds à votre question. La question suivante, au début, vous avez parlé de fonds à utiliser pour des aménagements en matière d'accessibilité. Est-ce qu'on peut faire une demande pour ces fonds aux besoins une fois qu'une personne est choisie? Oui, une fois que vous avez choisi une personne, eh bien, contactez-nous, laissez-nous savoir ce qui se passe et puis on va évaluer la question. Est-ce que vous avez besoin d'un nom spécifique pour les superviseurs? Ou nous sommes un conseil de bénévoles, il y a 3 ou 4 administrateurs qui vont s'occuper de la supervision. Eh bien, écoutez, oui, un nom spécifique, ça serait préféré. Bien, le rôle de la personne qui fait la supervision, ben, un nom spécifique, oui. Quelques mots sur la personne, sur le rôle de cette personne au sein de l'organisation. Ça, ce serait l'idéal dans votre demande. Bon, quelqu'un a demandé si on avait un document de prévisualisation de la demande. Non, vraiment, c'est disponible sur le site web. Alors, vous pouvez avoir accès à la demande à tout moment. Vous n'avez, vous pouvez y avoir accès, ensuite quitter et y revenir. Vous pouvez la visualiser à tout moment sur le site web. Bon, je lis la prochaine question. Est-ce qu'il y a des recommandations en ce qui concerne le nombre d'heures par semaine? Ça, c'est une très bonne question. Il n'y a pas de recommandation, mais on permet le temps partiel dans les deux volets, tant et aussi longtemps que vous avez une explication, une justification, à savoir pourquoi ça serait à temps partiel seulement. Ça dépend du nombre d'heures que vous demandez aussi. Ça devrait être un certain nombre d'heures. Si vous
Si c'est 10 heures par semaine, par exemple, pour un programme de 6 semaines, si vous êtes dans le volet EP, peut-être que ça ne serait pas aussi bénéfique. Mais si vous avez une raison qui explique que ce poste est temps partiel, dites-le nous. Le temps partiel, oui, c'est permis. Mais en bon, ce qui concerne les autres heures possibles, 30 heures, 32 heures, c'est à vous de décider. Mais le temps partiel, c'est permis. Voilà. Ça ne devrait pas être un tout petit nombre d'heures. Si c'est 3 heures par semaine, eh bien, ça serait plutôt inhabituel. Peut-être que la note ne sera pas très haute, la note octroyée par les examinateurs. Est-ce que les questions dans le formulaire de demande sont différentes de l'an dernier? Je crois que c'est la même chose. Certains critères d'admissibilité ont changé, mais les questions elles-mêmes, en autant que je le sache, sont les mêmes que l'année dernière. Bon, je continue à lire les questions. Cette personne dit: «Je sais que vous avez d'autres sources qu'il est possible d'avoir d'autres sources de financement pour, soutenir ces postes JCT, comme la date de début est flexible. Est-ce que l'étudiant peut être employé pour un programme de subvention suivi par JCT?» C'est une bonne question. Ça dépend. Est-ce que c'est consécutif? Si c'est consécutif, alors, je crois que ça peut être un mandat de travail complet. On ne saurait pas vraiment lequel est lequel. Mais c'est conçu avant tout bon, vous nous le laissez savoir pendant la période pendant laquelle vous êtes financé par GCT. Est-ce que vous recevez d'autres financements? Si la personne est à l'emploi, par l'entremise d'une autre possibilité de financement pendant quelques semaines, ensuite il y a 6 semaines avec GCT, ça pourrait aller. Mais s'il y a un mois entre les 2, non. On parle de donc pendant le mandat de GCT, si vous avez demandé 16 semaines, la personne a commencé 2 semaines, plus tôt, c'est un mandat de travail de 18 semaines. Ça ne peut pas être un mandat de travail complètement différent pour que ça soit utilisé. Ça devrait être pendant le même mandat de travail. Question suivante. Plutôt, vous avez dit que l'admissibilité, mmh, des postulants était plus largement interprétée. Permis pour les postulants qui ne sont pas seulement dans les musées. Alors, il y a les critères d'admissibilité pour GCT. Il doit y avoir un mandat dans le secteur du patrimoine. Ça doit être un organisme sans but lucratif et accessible au public. Tant et aussi longtemps que vous répondez à ces critères, vous seriez admissible. Alors, s'il y a un mandat lié au patrimoine, c'est bon, ça fonctionnerait. Une société patrimoniale, par exemple, les amis de XYZ, ça fonctionnerait. Vous ne pouvez pas être affilié avec un ministère fédéral. Vous ne pouvez pas être un musée dirigé par, un certain ministère, exemple. Bon, si vous avez une question spécifique sur cette admissibilité, ben, n'hésitez pas. Donc, les galeries d'art, par exemple, les centres, de contes, de récits, les organisations autochtones culturelles, les départements universitaires qui travaillent à un projet en particulier ouvert au public. Alors, des choses comme ça, c'est assez large comme définition. Question suivante, comment obtenir, heu, une ébauche de la demande GCT avant de la soumettre? Ça, c'est sur le site web. Vous ouvrez une session, vous choisissez «Demande d'emploi», vous allez voir les questions qui sont posées. Est-ce que ce diaporama sera disponible après la présentation? Oui, je peux, vous transmettre le diaporama. Bon, je continue à lire les questions. En ce qui concerne une modification dans les exigences pour, GCT-EP, qu'est-ce qui compte comme inscrit en tant qu'étudiant? La personne doit être inscrite à l'université ou, à l'école secondaire, tant et aussi longtemps que la personne est inscrite à un programme, peu importe le semestre. Est-ce que c'est un baccalauréat? Peu importe, la personne serait admissible.
La personne n'a pas à se trouver dans un semestre en particulier. Par exemple, si je fais un programme où je prends un cours à la fois, le temps partiel est permis aussi, je ne prends pas une classe chaque semestre, mais je suis inscrite, au programme et je peux m'inscrire quand je le veux, eh bien, ça fonctionnerait. La personne pourrait, heu, arrêter pendant 2 semestres, avoir la possibilité de retourner au programme plus tard, compléter le programme. Ça peut être le dernier semestre, des gens qui utilisent ce mandat de travail de GCT, comme un terme de coop, quelque chose qui est obligatoire dans leur programme, par exemple. Ça va aussi. Question suivante, est-ce que le déplacement est aussi inclus si on veut embaucher quelqu'un qui, doit faire un déplacement? Malheureusement, non. C'est seulement 125 kilomètres. C'est que seulement quand c'est 125 kilomètres, du, poste, entre le poste et leur adresse permanente. Si c'est 125 kilomètres et plus, ça serait couvert. Malheureusement, si c'est un déplacement quotidien, alors ça n'est pas couvert par nous, malheureusement. Les coûts de relocalisation ne sont pas couverts. Bon, quelqu'un me demande, est-ce que les coûts de relocalisation sont couverts? Bon, vous pouvez louer une voiture, prendre l'autobus, un avion. L'hébergement en chemin peut être couvert, mais pas la location d'une remorque, seulement pour votre déplacement physique. Et si vous avez besoin d'hébergement, si vous couvrez une certaine distance, alors si vous devez rester dans un hôtel, ça serait couvert. Bon, je lis la prochaine question. Est-ce que le stagiaire du programme international doit être un résident permanent du Canada aussi? Oui. Le critère d'admissibilité pour le programme international, c'est la même chose. La personne embauchée doit correspondre aux mêmes caractéristiques que EP et CVP, donc 30 ans et moins, citoyen canadien, résident permanent, statut de réfugié et avoir obtenu un diplôme d'un établissement, un poste secondaire. Alors oui, la personne doit répondre aux mêmes critères d'admissibilité. Est-ce qu'il y a de la souplesse en ce qui concerne l'échéancier du projet en fonction du moment où le budget est alloué? Si vous voulez que la date de début, ce soit au mois de mai, mais que le financement n'a pas été reçu, ou si vous voulez un financement qui est 6 mois plutôt que 12 mois, est-ce qu'on peut changer la date de début et de fin? Oui, c'est très souple. Si vous faites une demande pour le 1er mai et qu'on ne vous offre pas de financement avant le mois de juillet, vous pouvez changer la date de début, la date de fin. Ça fait partie du processus quand on fait cette offre de financement. On va présenter un budget, on va vous demander de confirmer la date de début et la date de fin. Et on va vous demander de confirmer d'autres détails. On va créer un budget, on va vous l'envoyer aux fins d'approbation. Une fois que vous l'approuvez, eh bien, c'est là où vous pouvez commencer à embaucher quelqu'un. Alors oui, c'est très souple. Est-ce que les postes qui incluent des aspects opérationnels, par exemple une programmation interprétative, ont plus de probabilité d'être financés s'ils incluent du travail de projet spécifique en plus d'interprétation? Non, pas du tout. L'interprétation, c'est une tâche plus qu'acceptable. Il y a beaucoup de rôles qui sont dans le domaine de l'interprétation. Vous pouvez évidemment faire participer la personne à d'autres tâches par l'interprétation. Si c'est un musée, d'histoire vivante, peu importe, là, ça va. Il y a plus de tâches qui, ne concernent pas le patrimoine. Alors, il faut que la personne puisse acquérir des compétences, patrimoniales. Mais bon, tondre le gazon, ça ne fonctionnerait pas. Ça pourrait faire partie des tâches, mais ça ne doit pas être la tâche principale. Est-ce qu'il y a un frais d'adhésion à l'AMC avant de faire une demande? Non, vous n'avez pas à être membre, des organismes de prestation
pour faire une demande. Tout ça est complètement distinct. Et est-ce qu'il est possible de publiciser le poste avant euh, de voir si la demande de fonds est réussie? On a un financement de la municipalité, mais on cherche un modèle de financement plus durable. C'est une bonne question. Vous pouvez afficher le poste. C'est quand, bon, ça, c'est une situation où vous combinez des financements. Bon, il n'y a pas de garantie que vous allez obtenir un financement. C'est le seul risque si vous embauchez quelqu'un et là, vous n'obtenez pas de financement et vous ne pouvez pas continuer à les avoir à votre emploi, ça pourrait être un problème, mais vous pouvez faire la promotion. Ça ne sera pas sur le site web GCT. Ils ne pourront pas faire une demande officiellement sur le site web de GCT avant d'avoir émis une offre de financement. Est-ce que si on demande plusieurs postes, est-ce que ça entrave la demande? Il n'y a pas de limite au nombre de postes pour lequel faire une demande. Vous pouvez faire 5 demandes, 5 postes différents. Vous pouvez faire 5 demandes de tous les organismes de prestations. Alors, ça n'a aucune incidence négative sur la demande, à moins que vous ne fassiez la demande de quelque chose qui n'est pas irréaliste. Tant et aussi longtemps que c'est justifié, là, pourquoi vous avez besoin de 4 postes pareils, tout ça serait traité de façon distincte. Si vous faites 4 demandes, bon, pour des postes distincts, tout ça ferait l'objet d'une évaluation distincte aussi. Si une organisation a déjà reçu un financement GCT-EP pour un poste en particulier, veut obtenir un nouveau poste pour le même poste, est-ce qu'on devrait ajouter quelque chose de nouveau dans la demande? Eh bien, ça dépend des examinateurs. Peut-être que les gens ne vont pas savoir que c'est le même poste, les mêmes tâches. Ça ne pose pas de problème. Si vous n'avez pas la bonne année, ben écoutez, il ne faut pas que ça saute aux yeux là, que c'est une demande réutilisée, mais si ça convient encore au poste, eh bien ça va. Mais si tout est encore pertinent, oui, absolument, vous pouvez réutiliser la même demande. Là, c'est quoi le briefing et le briefing dans la demande? Alors, les coûts détaillés et la contribution. C'est un peu délicat parce que vous pouvez sauter par-dessus. C'est l'accueil, ça concerne l'accueil de la personne. Et quand c'est comme l'entrevue de sortie aussi. Alors bon, quand la personne arrive, vous voyez qu'est-ce qu'elle souhaite faire. C'est le temps imparti à ces interactions. C'est utilisé rarement comme rubrique budgétaire. Vous pouvez sauter cette rubrique parce qu'il y a l'orientation et la supervision. Mais il y a du temps que vous accordez à la supervision, à l'orientation. Alors, le briefing et le débriefing, là, c'est bon, tout ce qui ne correspondrait pas à l'orientation et puis, après coup, eh bien, offrir un soutien à la sortie. Est-ce que cette contribution en nature de l'employeur serait comptée dans le budget ou ça serait considéré de façon distincte? Ça compte dans le budget, oui. Les contributions en nature comptent dans le coût total. Quand on dit qu'on va financer jusqu'à 50 des coûts totaux, les coûts totaux incluent les contributions en nature aussi. Alors, qu'est-ce qui se qualifie comme contribution en nature, particulièrement en ce qui concerne l'équipement? Eh bien, une contribution en nature, c'est quelque chose que vous avez déjà. Par exemple, si vous avez déjà de l'espace, s'il y a une ligne pour l'espace de bureau, ça serait une contribution en nature. Si vous êtes un superviseur qui travaillait déjà là, c'est inclus sous une ligne monétaire, mais ça n'est pas payé distinctement. C'est quelque chose que vous avez déjà ou c'est une ressource qui n'est pas une ressource monétaire. Par exemple, vos actifs physiques qui seraient utilisés, le temps des autres personnes qui travaillent dans l'organisation des choses comme cela, qui ne constituent pas une dépense d'emblée, ça serait vu comme une contribution en nature. Est-ce qu'on doit fixer
des heures précises pour chaque jour ou bien est-ce qu'on peut, ça peut être 8 heures un jour, 6 heures un autre jour? Oui, c'est à vous de décider. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un examen par les pairs? Eh bien, un examinateur pair, c'est quelqu'un qui travaille actuellement dans le secteur muséal, n'importe où. Au Canada, on envoie des demandes à cette personne qui se porte bénévole. Cet examinateur reçoit un certain nombre de demandes à examiner, le fait de façon bénévole, accorde une note avec une grille de notation pour le financement de JCT. Alors, c'est ce qui détermine qui est financé, qui n'est pas financé. Donc, ces examinateurs donnent une note. On incorpore les notes dans le processus décisionnel. Si on fait une demande pour plus d'un étudiant pour le volet EP, pour chaque poste, la limite, c'est 10 000. Si vous faites 3 demandes, le montant maximal, ce serait 10 000 par exemple. Le superviseur qui examine le rôle serait disponible seulement 3 jours par semaine. Ça permettrait seulement 24 heures de travail par semaine. Est-ce qu'on aurait moins de probabilité de recevoir un financement? Non, tant et aussi longtemps qu'il y a un superviseur, on ne s'attend pas à ce que le superviseur supervise la personne 100% du temps, mais la personne ne devrait pas être seule. Il faut que la personne embauchée reçoive un soutien. Mais le superviseur n'a pas à être là 7 jours semaine. Être là 100% du temps pendant lequel la personne embauchée travaille. Elle devrait être là pour offrir un soutien aux besoins. Il devrait y avoir un plan. Bon, savoir quand les personnes vont travailler ensemble, quand le superviseur pourra revoir le travail. Est-ce qu'on peut sauvegarder les réponses une fois qu'on commence la demande? Oui, oui, vous pouvez. Je ne le recommande pas, mais c'est possible. Oui, vous pouvez sauvegarder vos réponses. Ça va s'afficher comme une demande incomplète. Ensuite, vous pouvez revenir pour compléter la demande. Alors, sauvegardez chaque fois. Est-ce qu'un centre dirigé par des artistes avec une archive serait disponible? Oui, on finance des centres dirigés par des artistes. Si vous avez des archives, vous avez une collection, il n'y aurait pas de problème, évidemment. Par le volet CVP, nous finançons des centres dirigés par des artistes. Il y a certaines organisations qui n'ont pas de collection permanente. Il y a des acronymes que je ne connais pas. Est-ce que vous pourriez nous les expliquer? Ou non? Je ne suis pas tout à fait certaine de quels acronymes vous parlez. Bon, organisme de prestation, OP, GCT Jeunesse Canada au travail, ANC Association des musées canadiens. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me courrieler. Je pourrais vous expliquer. ycw@museum.ca. Pour le stage de 6 mois, est-ce que ça prend un diplômé récent ou la personne doit encore être inscrite? Pour le stage, la personne doit avoir obtenu son diplôme déjà, peut être inscrite à un programme, mais pour le volet CVP, la personne doit être une personne diplômée, mais peut participer à un programme actuellement. Bon, je lis la question. Notre organisation a déjà fait une demande à GCT. Quels sont les renseignements dont j'ai besoin pour avoir accès au profil de l'organisation afin que je n'ai pas à créer un nouveau profil? Eh bien, si vous avez l'adresse courriel de la personne, vous pouvez me courrieler aussi parce que je peux vous aider là. On peut découvrir l'adresse courriel. Alors, envoyez-moi un courriel pour ce faire. Mais si vous avez l'adresse électronique qui a été utilisée pour créer ce profil, vous pouvez faire la mise à jour tant et aussi longtemps que vous avez accès à cette adresse courriel. Vous pourrez mettre à jour le mot de passe. Mais si vous avez besoin d'aide, faites-le moi savoir. Je pourrais vous prêter main forte. Merci, Karen. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, le déplacement pour un travailleur aveugle, c'est qu'un taxi serait couvert. Oui, oui, ce serait un très bon exemple. La personne a besoin d'aide pour aller au travail. Alors, ça serait un exemple d'un financement offert pour accessibilité. Ça pourrait être remboursé.
Alors, les coûts de perfectionnement professionnel pour les étudiants. Bon, l'adhésion à l'AMC, est-ce que c'est couvert par GCT ou est-ce que c'est la responsabilité des musées de payer? C'est la responsabilité des musées de payer. Ce n'est pas couvert par GCT. Les seules choses qui sont couvertes, à part l'accessibilité, le déplacement, sont les salaires et les coûts obligatoires de l'employeur. Donc, régime de retraite, vacances, santé. Alors, tous les autres éléments du budget sont couverts par les musées ou l'organisation, plutôt que par GCT. Pour le volet EP, quelle est une date réaliste d'avis, d'approbation? On essaie de vous aviser en mai, mais ça on ne peut pas tout faire en mai. En fait, je voulais dire avril pour le début mai. Alors, ça arrive souvent en avril, mais ça peut être plus tard. Ça dépend du moment où on a des nouvelles sur le financement supplémentaire. Le volet EP a plus de postes. Donc, il y a plus d'offres qui sont envoyées que pour CVP. C'est un programme plus petit. C'est un site qui met l'accent sur l'histoire naturelle. Est-ce qu'on a besoin d'inclure un volet culturel plus important pour obtenir un financement? Non, pas du tout. L'histoire naturelle, c'est tout à fait pertinent. Même chose pour les aquariums, les centres de sciences. Vous n'avez pas à changer quoi que ce soit. L'histoire naturelle, c'est tout à fait admissible. Est-ce qu'il y a des stipulations sur les étudiants qui travaillent à partir de la maison une partie du temps? Non, c'est possible de faire du télétravail. En fait, il y a des lignes directrices en la matière sur le site web. On vous donne des suggestions. C'est la façon de permettre aux gens d'aider les gens qui souhaitent travailler de la maison ou à distance. Il reste quelques questions. Ah, deux autres questions. Bon, très bien. On a déjà répondu à ça. Est-ce que ça peut se faire en mode virtuel? Aussi, quels sont les détails à offrir dans les rubriques budgétaires, par exemple, pour orientation et supervision? J'anticipe qu'il y a une autre section dans la demande pour une réponse plus détaillée. Oui, c'est juste. Pour le budget, c'est le montant. Pour CVP, on estime entre 100 et 200 dollars par semaine. Si c'est 18 semaines, ça serait 1 800 ou 3 600 selon. Mais oui, pour supervision, il y a une section dans la demande qui couvre la question et vous pourrez fournir davantage de détails. Alors voilà, toutes les questions. Je vais voir si mon chat fonctionne. Je vais y saisir mon adresse courriel encore une fois. Bon, ça me dit que ça a fonctionné pour tout le monde. Alors, j'espère que vous pouvez voir ce que je viens d'afficher. Je suis désolée que vous n'ayez pas pu utiliser le chat. Je n'étais pas au courant. Je vais ajuster le tir pour la prochaine fois. Alors, n'hésitez pas, envoyez-moi vos courriels à ycw@museum.ca. Merci beaucoup, tout le monde, de votre venue. Je vais envoyer une copie du diaporama à toutes les personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle fin de journée.